Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. Nous allons tout de suite enchaîner avec une interview de Madame Biti Loroniaï qui nous explique ce qu'est le Festic. Le Festic, c'est une association qui regroupe des femmes qui travaillent dans le domaine du numérique, qui a été créée depuis 2016. Et nous avons une vision, c'est de mettre le numérique au service du développement socio-économique et politique des femmes. Nous avons également l'ambition de mener plusieurs formations dans le domaine du numérique, d'accompagner les femmes entrepreneurs, tout horizon confondu. Et aujourd'hui, nous organisons le lancement de la Maison de la femme entrepreneur Cœur Digital. Donc c'est une association à but non lucratif des femmes bénévoles et qui apporte en tout cas leur contribution au développement de l'économie numérique et du Sénégal de manière générale. Dans le cadre de la Maison de la femme entrepreneur, nous visons 1500 femmes à travers le Sénégal pour en tout cas réduire la fracture numérique parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas de compétences dans le domaine du numérique. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs, qui ont des activités, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir utiliser le numérique pour booster ces activités-là. Si je prends l'exemple du commerce, par exemple, avec le numérique, vous avez peut-être accès à plus de milliards de clients dans le monde. Et c'est ces opportunités-là qu'on veut apporter à toutes ces femmes aujourd'hui qui sont entrepreneurs, qui sont dans diverses activités, mais qui n'ont pas encore la chance de pouvoir se digitaliser. Le coût du projet est environ 200 millions. Il y a plusieurs thématiques composants, notamment l'aménagement. Nous avons déjà le site, le local qui est à Mermoz. Nous avons les bureaux. Il nous reste à renforcer l'aménagement, renforcer le matériel informatique. Et nous avons également besoin de soutien pour pouvoir financer nos sessions de formation qu'on va surtout déployer dans les régions. Parce que nous ne voulons pas simplement rester sur Dakar, donc nous prévoyons en tout cas d'aller au moins dans 14 régions du Sénégal pour toucher toutes ces femmes. Donc on a besoin d'un soutien financier des partenaires pour le volet formation d'ailleurs, qui est le plus gros investissement dans le cadre de ce projet, le capital humain. De la boucherie en ligne, ça vous dit? Eh bien, on n'arrête pas le progrès de la technologie. Nous allons vous laisser découvrir la boucherie en ligne ici au Sénégal. Les Gourmets, c'est une food tech, comme je l'ai dit. Donc, c'est une boucherie en ligne. Bon, maintenant, j'évite plutôt le terme de boucherie parce qu'en fait, il faut savoir que les Gourmets proposent non seulement de la viande, mais également de la volaille, du poisson, des légumes. L'idée, en fait, c'est que les gens puissent faire leurs courses en ligne et être livrés à domicile. Pour le moment, nous avons un site internet www.lesgourmets.net et l'application mobile est en cours de création. Donc pour le moment, nous sommes très actifs également sur Facebook où les gens peuvent interagir directement avec nous, passer leurs commandes, demander une découpe spéciale. Alors l'intérêt justement, c'est qu'on se sent comme à la boucherie, mais tout est en ligne et puis on est livré à domicile. La personne n'a pas besoin de se déplacer ni rien. L'idée m'est venue au cours de certains voyages que j'ai eu à faire. Après également, en tant que femme active que j'ai été pendant 5 ans, j'ai vu que c'était assez compliqué d'être active, de travailler dans une société avec des horaires qui vont de 8 à 17 heures, parfois même 18 heures ou même plus, et d'être en même temps maîtresse de maison. Alors il fallait jongler justement entre ce travail-là et être productif et au boulot et à la maison. Je me suis dit, écoutez, pourquoi ne pas trouver en fait cette façon-là, enfin trouver une solution justement pour ces femmes qui à la base étaient ma première cible, pour leur permettre de se décharger de ce tracas justement des courses et de ne pas surtout perdre du temps à aller au marché pour acheter de la viande, à s'arrêter chez le poissonnier pour le poisson, d'aller encore ailleurs pour acheter des légumes. L'idée, c'est de pouvoir centraliser justement ces achats de tout ce qui est produit frais sur un même lieu et de ne pas se déplacer et être livré à domicile. On ne demande pas aux gens de s'enregistrer, il faut juste accéder au site que j'ai donné tout à l'heure, de passer sa commande, d'attendre d'être livré à domicile et de payer à la livraison. Donc on paye cash à la livraison. On n'impose pas aux gens de payer en ligne et autres. Non, il faut juste commander, mettre les coordonnées, on vous livre et puis vous payez cash à la livraison. Je pense que il faut savoir suivre la mouvance. Aujourd'hui, il faut dire que les Sénégalais, en fait, c'est un pays, c'est un peuple connecté et très actif. Alors, il faut savoir utiliser Internet à bon escient.
Et pour moi, l'utiliser à bon escient, justement, c'est de pouvoir profiter de tous ces avantages que l'on nous donne, de toutes ces possibilités que l'on nous donne, et se dire que voilà, nous aussi, nous pouvons évoluer. Et surtout, comme je le dis, je mets tout le temps l'accent sur le local, parce que tous les produits que nous vendons sur notre plateforme viennent d'ici. Nous travaillons avec que des producteurs locaux pour justement mettre en avant ce consommer local-là. Dans ce Tech Zoom, nous allons parler encore une fois des youtubeurs. Mais cette fois-ci, c'est pour se demander quel rôle ils occupent actuellement sur la place. Est-ce qu'un youtubeur peut être considéré comme un vidéaste? Nous allons le découvrir tout de suite. Un vidéaste web, souvent surnommé youtubeur en référence à YouTube ou parfois podcasteur, est un vidéaste qui réalise et publie régulièrement du contenu vidéo sur un site d'hébergement de vidéos, un blog ou un réseau social. C'est quoi le rôle d'un vidéaste ou youtubeur? À vrai dire, le rôle d'un youtubeur, c'est un gars qui produit du contenu et qui publie ça dans ses réseaux, particulièrement sur YouTube. C'est un créateur de contenu, c'est de faire des vidéos et de les publier sur YouTube, d'où le mot youtubeur. Tu publies tes vidéos sur YouTube, les gens regardent, aiment, tu continues. Le rôle d'un vidéaste youtubeur, c'est de produire des contenus, c'est de mettre des vidéos qui ont rapport avec un thème, selon le thème qu'il a choisi sur son YouTube. Un youtubeur, c'est un créateur de contenu, tu vois. Je peux dire qu'un youtubeur, il est tout quoi. J'essaie d'utiliser quelques actualités, de les transformer en vidéo et les partager sur YouTube. Ça dépend quoi. Un youtubeur, ça ne veut pas dire seulement un comédien. Comme au Sénégal, les gens ils pensent que tous les youtubeurs sont des comédiens. Un youtubeur, c'est quelqu'un qui produit du contenu. Il est un réalisateur, un scénariste, un metteur en scène. Tel que tu commences sur YouTube, c'est comme ça que tu continues et tu donnes des contenus que les gens vont aimer. Il peut être un artiste musicien, il peut être un vlogueur, tu vois, il peut être une femme qui fait du make-up, qui explique aux gens comment ça se fait et tout ça. Bref, c'est quelqu'un qui produit du contenu. Comment postez-vous vos contenus? Ça dépend, parfois on suit l'actualité, ou d'autres fois on a des thèmes, ou bien des mini-séries qu'on fait, on les publie sur YouTube de temps en temps, mais le plus souvent, c'est les sujets d'actualité qu'on suit. Je poste mes contenus par des supports sur Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. D'abord, je fais mes vidéos, 90% de mes vidéos, c'est avec mon portable, mon iPhone. Et après, je poste souvent quand j'ai la satisfaction que voilà, c'est bon. Bon, je les poste, ça dépend selon les actualités. S'il y a une belle actualité qui fait le buzz dans le pays, tu vois, on écrit un scénario dessus, on fait la vidéo, après on publie ça partout dans les réseaux. Dès qu'on les crée, là on peut les poster sur YouTube et dans d'autres réseaux sociaux. Par YouTube et sur Facebook, le net. Voilà. Cette activité peut générer une rémunération grâce aux recettes de la publicité en ligne, au financement participatif ou aux partenariats commerciaux, comme le sponsoring ou le placement de produits, permettant aux réalisateurs de développer des séries ou d'investir dans du meilleur matériel, voire de se verser un salaire. Est-ce un métier qui a de l'avenir? Ouais, vu que maintenant il y a une toile de gens qui font des vidéos au Sénégal, tu vois. Donc on peut dire que il y a de l'avenir quoi. C'est un métier d'avenir ici en Afrique parce que tout le monde commence à faire des vidéos et à gagner de l'argent sur YouTube. Bon, oui, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, vu que je gagne ma vie. C'est un métier d'avenir, mais même si moi, c'est pas réellement mon métier, parce que moi, à côté, moi, je fais mes études, j'ai un master de télécom. Et pour moi, à côté, c'est une deuxième passion aussi. Bah ouais, c'est un métier. Pour moi, en tout cas, c'est un métier. D'avenir, ouais, c'est mon métier. Métier tout court. On continue avec. Récemment, on a aussi commencé à voyager. Tu vois, donc au début c'était dur, les gens nous traitaient de fous et tout ça parce que le Sénégal, ils connaissaient pas trop les trucs de YouTube et tout ça. Mais maintenant, vu qu'ils voient que les vues qu'on fait, tu vois, les voyages, le fait de partir au Parlement du Rire, le fait de sortir de la vie de YouTubeur et de commencer à faire du stand-up du moins, tu vois. Parce que YouTube, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de venir sur YouTube, donc ce serait bien de commencer si vous voulez. Même si c'est pas si facile d'avoir des abonnés et des vues, c'est ça qui te permet de gagner quoi. Donc c'est de l'avenir quoi. Quels sont les avantages que vous y gagnez? En tant que youtubeur, je gagne la joie et le sourire des gens. Et la rémunération YouTube, c'est YouTube paye. Déjà être connu,
de partout et partager avec les gens. La plus grande désavantage, c'est la liberté. On est libre de faire ce qu'on veut, il n'y a pas d'horaire, on peut publier quand on veut. Les thèmes, c'est nous-mêmes qui les choisissons. On a aussi nos revenus grâce à YouTube. C'est ça qui nous aide à faire pas mal de choses qu'on fait. Et aussi, il y a l'audience. Et les gens te connaissent, les gens te contactent, les gens veulent faire des choses avec toi, les gens veulent faire des placements de produits parce qu'ils trouvent que ton contenu est bon. Il y a beaucoup d'avantages, quoi. Ça éduque aussi, quoi. Et avantage d'autre, il y a la popularité. C'est quelque chose qui est bien parce que quand tu as la popularité, tu as de l'argent à côté. Ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est le fait que les gens aiment mes vidéos, les gens sourient et les gens captent le message que je lance dans les vidéos. Donc le problème, c'est parfois tu peux écrire un bon scénario, un joli scénario, tu vois, tu dis ben le gars, la bonne piscine, tu vois, genre ben lit. Au moment de tourner ça, tu vois que tu n'as pas une maison qui a une piscine, tu n'as pas une belle voiture comme tu veux. Bah, des fois, il y a des gens qui essayent de nous décourager. C'est qu'on fait dans leurs commentaires. Les gens, ils ne savent pas beaucoup partager. Ça, c'est un problème pour moi. Ils ne sont pas comme les autres. Au niveau de mes études, comment coordonner les deux, YouTube et mes études? Récemment, j'ai été agressé et poignardé, comme vous le voyez. On m'a fait une contre-attaque. Parfois, dans les lieux de tournage, on peut aussi avoir des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous interdisent de tourner dans le quartier, tu vois. Et aussi, on ne gagne pas beaucoup d'argent. À part ça, puisque je le fais depuis et que j'arrive à m'adapter, j'arrive à gérer. Je sais quand étudier, je sais quand faire mes vidéos, c'est juste ça. Parce qu'à chaque fois que je produis un contenu, je veux que ça soit top, super. Internet connaît un grand succès dans le partage de contenu vidéo à caractère humoristique ou didactique. C'est un média libre et ouvert, laissant une liberté quasi totale tant dans le voisinage que dans la publication. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier? Ce que je vais conseiller les autres youtubeurs, les débuts c'est toujours dur, surtout pour ceux qui viennent de se lancer. Je leur dis que la porte est grandement ouverte. Il ne faut pas demander de conseils aux gens en fait. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, je n'ai pas demandé à quelqu'un comment faire, comment filmer. Je suis allé sur Google. Lancez-vous, mais surtout n'arrêtez jamais vos études. Continuez vos études, respectez vos parents. Et le métier de youtubeur, c'est un métier noble. Hein. C'est d'être original, de ne pas voler les trucs des autres. Mais il ne faut jamais baisser. Il faut toujours se battre, il faut toujours croire en soi. Si vous êtes youtubeur, essayez toujours de produire un contenu respectueux. D'être créatif, quoi. D'avoir beaucoup d'idées. Et être, high-tech. Certains vidéastes web ou youtubeurs, grâce à leur visibilité sur Internet et à la viralité de leurs vidéos, attirent une communauté plus ou moins importante jusqu'à devenir des vedettes. Le développement de ces médias est surtout important chez les jeunes. Ce phénomène est donc parfois mal compris par les parents et a des conséquences sur l'éducation. Tout de suite, la minute d'Orange. Bonjour, je suis Rokhaya Solange Dir, en charge des relations avec les écosystèmes numériques à Sonatel. Nous sommes aujourd'hui au siège de Sonatel pour la deuxième édition du Let's Meet Up, qui est le rendez-vous des acteurs de l'écosystème numérique. Nous avions tenu en mars dernier la première édition qui était dédiée à l'entrepreneuriat numérique féminin. Cette fois, nous avons parlé de financement des startups avec Partech Africa, Orange Digital Venture Africa et Teranga Capital. Donc des questions comme comment lever des fonds, jusqu'à combien de fonds est-ce qu'on peut lever, quelles sont les conditions pour lever des fonds. Pendant 2 heures, nous avons débattu avec ces experts, ces fonds d'investissement et les startups pour en savoir un peu plus sur la question. Sonatel a la volonté à travers ce cadre de permettre à tous les acteurs d'échanger, de répondre aujourd'hui aux grandes problématiques que nous rencontrons pour le développement de l'écosystème numérique au Sénégal. Et nous sommes ravis d'avoir aujourd'hui centaines de personnes qui ont répondu présents à cette deuxième édition de Let's Meet Up. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la 3e édition dont le sujet sera communiqué très bientôt dans la presse et dans les médias. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'est la minute des guests.
Mamadou Niane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des affaires juridiques du contentieux et de la conformité au niveau de la CDP. Alors avant de commencer l'émission, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, revenir un peu sur la signification et les objectifs de la CDP? Merci Monsieur Niane. Je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission Hightech 221. La CDP a été créée en 2008 par la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 qui porte sur la protection des données à caractère personnel. C'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire c'est une autorité qui est rattachée à l'administration sénégalaise mais qui a une certaine autonomie de fonctionnement et qui est créée juste pour protéger, informer, sensibiliser, contrôler la conformité, en fait tous les aspects juridiques, organisationnels et techniques liés au traitement de données à caractère personnel. Donc là, on peut dire que la CDP est vraiment une structure de l'État. Ça n'a rien à voir avec... C'est une structure de l'État, mais qui est autonome. Autonome. Oui. D'accord. Alors, vous êtes dans le cadre de tout ce qui est juridique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la CDP est en bonne position pour garantir en fait la sécurité des Sénégalais par rapport à la protection de leurs données? Oui, si on part du postulat qu'une sécurité absolue n'existe pas, une sécurité adéquate existe. La CDP a les outils juridiques, les outils technologiques pour assurer une sécurité adéquate aux citoyens sénégalais. Alors aujourd'hui, on remarque qu'au Sénégal, il y a énormément d'aspects juridiques. Juridiques en termes dans les entreprises, on parle de fuite de données. Est-ce que ça entre dans le cadre de vous, ce que vous faites au niveau de la CDP? Oui, effectivement, je suis désolé du langage juridico-juridique des formations professionnelles. L'article 71 de la loi donne des obligations qui se rapportent à la sécurité informatique. Donc tout le dispositif informatique des entreprises, des collectivités locales, des écoles, des PME, PMI, TPE, etc. doivent être organisés d'une certaine manière afin de garantir l'intégrité et la légitimité du traitement des données à caractère personnel. La CDP n'est pas là simplement pour les entreprises. La CDP est là pour tout le monde en réalité et tout le monde est assujetti à l'obligation de se conformer à la loi de 2008. Comme le Sénégalais lambda? De l'État au Sénégalais lambda. Tout le monde doit s'y conformer en fait et la CDP veille à ça. Alors, les Sénégalais se plaignent souvent sur Internet, vol de données, tout ce qui parle de pornographie, cybercriminalité. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la CDP, vous donnez une place importante à cela? Est-ce qu'il y a des exemples d'affaires qui ont été élucidées au niveau de la CDP? Oui, donc effectivement, il y a beaucoup de manifestations de cybercriminalité qui inquiètent la population sénégalaise. Donc les exemples que vous avez donnés, nous avons quelques illustrations. Par exemple, je ne dirais pas de fuite de données. Pour l'instant, nous n'avons pas de cas de fuite massive de données. Mais il y a quand même quelques problèmes organisationnels à sécuriser les données. Et cela peut aboutir à une fuite de données. Récemment, la CDP a mis en demeure 2 structures. Cela rejoint les 3 autres mises en demeure qui ont précédé. Donc là, la CDP a pris la responsabilité d'aller contrôler sur site comment les données sont organisées, comment la sécurité est gérée. À chaque fois, la CDP a attiré l'attention de la population sénégalaise en publiant les mises en demeure. Cela veut dire que nous n'attendons pas qu'on nous notifie des fuites de données ou des failles de sécurité. Vous allez nous allons à la source justement de ces failles ou de ces fuites. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet, est-ce que la CDP est en train de faire véritablement son travail? Parce que souvent, on voit des rapports. Est-ce qu'il y a des suivis pour les Sénégalais lambda qui ne sait pas comment faire en fait pour lutter contre, par exemple, la cybercriminalité ou etc. Oui, il y a des suites. En fait, l'obligation de réserve nous limite un peu dans la communication, mais il y a des suites. Nous recevons beaucoup de plaintes de la part de particuliers suite à des publications de vidéos intimes, de photos intimes, etc. Donc, lorsque ces personnes se déplacent au niveau de la CDP, il y a 2 niveaux de traitement. Puisqu'il s'agit de cybercriminalité, le code pénal a vocation à s'appliquer. Dans ce cas, nous mettons en relation la personne avec les forces de défense et de sécurité, plus particulièrement la police ou la gendarmerie, et avec le parquet. Donc la personne va déposer une plainte, la police ou la gendarmerie, le parquet va faire son travail. En même temps, la CDP essaie aussi à son niveau de faire son travail.
nous avons souvent le contact de Google ou le contact d'autres plateformes, d'autres filiales ou des plateformes qui diffusent ces données. Nous les interpellons directement pour demander l'effacement de ces données ou pour demander le verrouillage de ces données, suppression d'une URL, suppression de contenu, etc. Parfois, nous avons de bonnes réponses, les vidéos sont supprimées autres. D'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais la CDP a un dispositif de suivi. Selon vous, qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi il n'y a pas souvent ces réponses-là? Les gens ont tendance à ne pas répondre ou c'est juste qu'il y a un souci? C'est le caractère international et ouvert de Internet en réalité, puisque la localisation du site incriminé ou bien la localisation du serveur qui héberge ces données ne se trouve pas au Sénégal. La localisation est difficile. Donc si ces données sont postées à partir d'un pays tiers ou ces données sont hébergées dans un pays tiers, nous avons des difficultés d'avoir une réponse immédiate. Et le citoyen peut ne pas comprendre que la procédure dure, puisque nous devons nous référer aux autorités de protection de ces pays tiers et suivre la procédure de demande de suppression. Et on nous demande souvent de justifier la suppression. Exactement. En quoi cette vidéo ou cette photo est attentatoire et de justifier parce que sinon on va pas l'accepter. Alors on parle d'affaires juridiques, contentieux et conformité. Aujourd'hui, depuis que vous êtes là, combien d'affaires juridiques eu à faire? La conformité aussi, est-ce que les entreprises sont en train de faire le travail comme il faut? Oui, si vous regardez les rapports de la CDP, les 3 derniers rapports, 2014, 2015, 2016, vous verrez que nous avons traité plus de 1000 dossiers. 1000 dossiers? Oui. Ces dossiers concernent à la fois des mises en conformité, des plaintes, des demandes d'avis, des signalements, etc., ou des missions de contrôle. Donc c'est en fait l'ensemble de nos activités. Par exemple, pour les systèmes de vidéosurveillance, pour les systèmes biométriques, pour les systèmes d'alerte professionnelle, pour le traitement de données de santé, etc., les responsables de traitement, c'est-à-dire les personnes pour qui on collecte et on traite ces données, doivent déclarer ces traitements au niveau de la CDP ou solliciter l'autorisation préalable avant de transférer les données des Sénégalais à l'étranger. Donc cela concerne ce qu'on appelle les formalités préalables. Mais à côté des formalités préalables, il y a les missions de contrôle, il y a les demandes d'avis qui émanent de l'État, d'entreprises ou de simples citoyens. Il y a ensuite les signalements, les pétitions, etc. Donc l'ensemble de cette activité-là, aujourd'hui, dépasse pour ces 3 années plus de 1000 dossiers. Alors il nous reste juste une minute avant de terminer. Aujourd'hui, c'est vrai que les Sénégalais, on parle beaucoup de données personnelles, mais les Sénégalais en général n'est pas trop pas impliqué, mais ne connaît pas en général la signification. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en quelques minutes pour essayer d'aider ces Sénégalais-là? Oui, donc nous avons entamé un vaste programme de sensibilisation. Donc nous avons déjà tenu un CRD au niveau de Thiès. Nous avons commencé une activité qu'on appelle l'éducation au numérique avec le lycée Galandou Diouf. Nous le faisons au niveau des établissements. Nous sommes en partenariat avec le SMT. Donc nous avons un ensemble de supports de communication qui nous permettent de sensibiliser sur ces données. Et là aussi, nous essayons d'expliquer aux Sénégalais lambda qu'est-ce qu'une donnée personnelle, puisque pour faire rapidement la généalogie de la donnée, la donnée part de l'information. Mais l'information en tant que telle, pour être pertinente, une donnée doit être structurée. C'est-à-dire qu'on donne à l'information une forme exploitable et un sens qui soit intelligible. Deuxième palier, c'est le rattachement de cette information à un individu. Il ne faut jamais oublier que la loi de 2008 ne protège que les personnes physiques, pas les personnes morales. Nous sommes là pour protéger les individus. Donc, il faut que cette donnée structurée soit rattachée à un individu. Ensuite, la loi procède par catégorisation des données sensibles, des données biométriques, des données génétiques, etc. Donc, nous faisons le départ entre l'information, la donnée qui est neutre, la donnée personnelle et la donnée personnelle qui est sensible. Donc à chaque donnée correspond un niveau de protection adéquat. D'accord. Aujourd'hui, en 2 mots, le Sénégalais qui a envie, en quelque sorte, qui est attaqué, que ce soit perte de données, que ce soit des sites pornographiques et autres, qu'est-ce qu'il doit faire pour être en contact avec la CDP? En 2 mots. En 2 mots, le site internet de la CDP est disponible et donne tous les moyens de contact. Email, courrier, visite sur place.
Et il y a beaucoup de moyens de nous contacter, cdp.sn. Et vous répondez automatiquement? Oui. Merci, Monsieur Nian, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Monsieur Nian, c'est moi qui vous remercie. Guys, quelquefois, il vous arrive de travailler ou encore de regarder une vidéo sur YouTube. Et d'un coup, vous voyez que votre ordinateur est en train de télécharger automatiquement soit un logiciel, soit une vidéo ou encore un document. Alors, comment bloquer ces téléchargements-là? Aujourd'hui dans Tech Tips, nous vous proposons le Tips. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment bloquer les téléchargements sur votre smartphone ou bien votre ordinateur. Le téléchargement est l'essence même d'Internet. Toute visite sur une page web implique forcément un transfert de données à partir de votre smartphone ou bien de votre ordinateur. Sur votre PC, ordinateur, les navigateurs comme Google Chrome ou Firefox bloquent déjà par défaut certains téléchargements lorsque ces derniers contiennent des logiciels malveillants. Ceci pour lutter contre les virus et les vols de données personnelles. Cependant, il est toujours mieux de demander l'activation de la confirmation avant le téléchargement. Pour ce faire, si vous avez le navigateur Google Chrome, rendez-vous dans Paramètres, descendez un peu plus bas vers Paramètres avancés, allez dans la partie téléchargement, choisissez l'option Toujours demander ou enregistrer les fichiers. Si vous avez le navigateur Firefox, rendez-vous dans Options, puis dans Panneau général, cliquez sur Téléchargement, choisissez l'option Toujours demander ou enregistrer les fichiers. Voilà donc, c'était tout pour le tips d'aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine. Imaginez des bras autonomes qui sont là pour vous servir ou vous préparer votre pizza. Messieurs, dames, nous avons testé pour vous le robot Pizzaiolo. On a testé un service de Pizzaiolo robot. À la fois rapide et précis, ces bras autonomes devraient très prochainement préparer nos pizzas. Pazzi est un système de restauration rapide pour le moins original, puisque ce sont des robots autonomes qui sont au fourneau. Le processus promet de fournir une pizza en seulement 4 minutes 30 secondes et ce n'est pas moins de 3 bras robotisés qui peuvent travailler en parallèle pour assurer une livraison toutes les 30 secondes. Vous faites le calcul, ça vous fait 100 pizzas à l'heure, bien plus que ce dont est capable un Pizzaiolo. Il vous arrive, j'en suis sûre, de parler parfois à votre ordinateur. Il vous est arrivé aussi de rêver que vous allez penser à quelque chose et que votre ordinateur va tout de suite l'exécuter. Eh bien maintenant, c'est possible avec le casque Alter Ego qui vous permet, par la pensée, de commander votre ordinateur. Les assistants vocaux, c'est bien pratique, mais parler à haute voix avec un ordinateur n'est pas toujours très commode. Alter Ego permet de parler à l'ordinateur de manière silencieuse en utilisant le phénomène de subvocalisation. Quand nous lisons un livre, nous prononçons les mots mentalement. Toutefois, même s'il n'y a aucun son émis, notre larynx procède à de minuscules mouvements qu'il est possible de mesurer avec un électromyographe. Le microcasque d'Arnav Kapoor est lui aussi capable de capter ces signaux neuromusculaires grâce à 4 électrodes répartis le long de la mâchoire. Ces signaux sont ensuite traduits en mots grâce à une technique d'apprentissage automatique basée sur un réseau neuronal. La réponse de l'ordinateur est renvoyée à l'utilisateur par un écouteur à conduction osseuse. L'échange entre l'homme et la machine est donc réalisé dans un silence total de bout en bout. Hightech 221, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce numéro. En tout cas, moi, j'apprécie toujours de vous le présenter. Et mon conseil reste le même. Il fait très chaud, hydratez-vous et surtout, mesdames, messieurs, ne restez pas derrière l'ordinateur. Conseil d'une geek.